Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve pour parler une nouvelle fois du trade de l'été. Karl Anthony Towns a donc rejoint les Knicks pendant que DiVincenzo et Julius Randle rejoignent les Timberwolves. Et aujourd'hui, on vous a fait la première partie sur les Wolves, pourquoi les Wolves ont fait ce trade. Et aujourd'hui, on va parler des Knicks. On va essayer de comprendre ce que ce transfert implique pour les New York Knicks. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the liver feet. Oh my! Alors, voilà la deuxième partie de ce podcast là sur ce transfert qui quand même, je pense qu'on peut le dire, c'est le plus gros transfert de l'été. On vous a présenté avec Jérém et Jus ce qu'il impliquait pour les Wolves. Mais bien évidemment, on s'est gardé le meilleur pour la fin. Le gros sujet, c'est ce que ça implique pour les Knicks, qui pour le coup ont fait beaucoup de mouvements durant l'été. Et c'est vrai que l'arrivée de Kat change un peu la perspective, change peut-être même un peu la morphologie de cette équipe. Et pour parler de ça, on a deux voix pour vous accompagner. La première, c'est celle de Ben, que vous avez l'habitude d'entendre. Ça va Ben ? Salut Ben, salut FD et salut tout le monde et tous les fans de New York qui vont écouter cet épisode avec un grand sourire pour dessiner votre beau visage, messieurs et dames. Ben, on est enfin sur le vrai push de New York qu'on attend depuis 35 ans. On y est, il est là quoi. C'était 2024 la date. Ouais, c'est ça. Ça fait maintenant. Je comptais ça tout à l'heure. Ça fait quasiment 10 ans que je suis fan des Knicks et enfin, on a des blockbuster trades pour nous qui nous font peut-être pas rêver, mais qui nous propulsent dans une dimension de vrais contenders. Donc on va pas bouder notre plaisir, en tout cas pas avant le début de la saison. Ce serait dommage. En deux mots, c'était quoi l'ambiance samedi matin ? Samedi matin, c'était surprise. Ok. Déjà parce que on en reviendra dessus, mais le timing. Enfin, s'il y a bien un truc que j'attendais pas, c'était ça. Et après, en vrai, plutôt content, même très content, parce que on reviendra aussi dessus, mais l'histoire avec Randle, de toute façon, c'était la fin, c'était acté. Et dans l'échange, tu perds juste DiVincenzo, mais bon, c'est un peu un dommage collatéral, quoi. Mais non, plutôt content de ce qui s'est passé. On va revenir dans le détail de tout ça. Et donc la deuxième voix pour vous accompagner, vous l'avez entendu, Ben l'a presque déjà présenté, c'est FD qui fait son retour. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas entendu FD sur le pod. Ouais, effectivement, ça faisait longtemps un peu rouillé sur les podcasts. J'ai fait une ou deux apparitions chez Guillaume là cet été, mais sinon ouais, Beyond the Hoop, ça fait depuis les playoffs, je crois. Le dernier épisode qu'on a fait, c'était justement, on parlait des Timberwolves puisque c'était la preview de la série Phoenix Timberwolves, où il me semble que j'avais donné les Suns gagnants. Comme tout le monde. On a eu un sweep. On a eu un sweep si je me rappelle bien, donc voilà, j'avais pas forcément le nez très creux là-dessus. FD, je te pose la même question que j'ai posée à Ben. C'était quoi l'état d'esprit là samedi matin quand t'as vu ce trade ? Bah écoute, c'était une ambiance studieuse, moi. J'ai vu la news quand je me suis réveillé, donc vers 7h30 je crois. Petit café, je me suis dit, allez, on part, on écrit un article dessus à chaud. Alors comme souvent, avec moi et puis avec Q-Basket de manière générale, c'est un article qui est plus trop à chaud puisque je l'ai terminé aujourd'hui, on est mercredi soir, donc j'ai commencé samedi et puis je le finis que mercredi, mais normalement il est prêt, il devrait bientôt sortir. C'est la contrepartie, c'est que vous avez un truc un peu détaillé. Effectivement, vous allez le voir sur le site. Ça va sortir, je pense, à peu près en parallèle du podcast et vous allez pouvoir avoir la vie détaillée de FD. FD, est-ce que tu pensais que les Knicks allaient s'arrêter après le transfert de Mikal Bridges ou est-ce que finalement tu t'étais dit il y a le truc de Julius Randle là, ça devrait donner quelque chose après? Il y avait la question de Julius Randle, effectivement, qui était là un petit peu comme un poids mort dans l'effectif, non pas parce que le joueur est pas bon, je pense qu'on y reviendra là-dessus, c'est pas le cas, mais parce qu'il faisait pas vraiment partie de cet effectif qui allait loin en play-off. Il a finalement assez peu joué avec OG Anunoby après son trade, puisque les deux se sont blessés, leurs blessures se sont un peu chevauchées, donc ils n'ont jamais vraiment partagé le terrain pendant longtemps ensemble. Donc on avait un peu une question sur qu'allait devenir Julius Randle dans cet effectif.
Et bah finalement, voilà, c'était l'issue la plus simple. C'était son trade. Karl Anthony Towns, c'est pas forcément un profil que j'avais en tête, mais c'est une belle surprise. Et ouais, et on va pouvoir en discuter dans le détail. On va reprendre un peu la formule qu'on a fait pour les Wolves. Ceux qui ont écouté le podcast, on a en fait dans un premier temps décrypté ce que ça impliquait pour l'équipe de Wolves. Donc là, on va décrypter un peu ce que ça implique pour les Knicks. Ensuite, on se demandera pourquoi les Knicks ont fait ce trade. Et puis, on se demandera ce qu'on peut attendre de Kat. Donc dans un premier temps, on va revenir sur l'apport. J'ai pas été super clair, mais c'est pas grave. On va refaire ça de manière plus claire. Dans un premier temps, on va revenir donc sur l'apport de Donte DiVincenzo aux Knicks, ce qu'il apportait et du coup un peu ce que les Knicks perdent là-dedans. FD, est-ce que je peux te lancer peut-être en premier? DiVincenzo aux Knicks, ça a duré 1 an. Une histoire d'amour un peu pour le coup entre les Knicks et DiVincenzo. Ça a donné quoi? C'était quoi l'apport de DiVincenzo aux Knicks? Ouais, alors t'as tout l'aspect émotionnel. Tu sais, le mec qui arrive de Villanova, il a joué avec Brunson, il a joué avec Hart, il y a tout cet aspect un peu émotionnel. Maintenant, au-delà de ça, si on regarde vraiment l'aspect terrain, on a un mec qui arrive, on se demande même est-ce qu'il va starter, est-ce qu'il va pas starter. Finalement, il commence 81 matchs sur 82, 30 minutes par match. Mais en fait, si on veut être très rationnel et très clair sur la saison de DiVincenzo, c'est que l'année dernière, c'était un des meilleurs tireurs de NBA. Avec un volume dans l'élite de la ligue, donc 98e pourcentile en termes de fréquence de tir à 3 points. 11, alors moi, ma stat, c'est sur 75 possessions. 11 tirs à 3 points pris par 75 possessions. Et il les rentre à 40% de réussite. Avec un petit peu plus, 43% de réussite sur catch and shoot. Donc c'était en fait le joueur de complément parfait à un Jalen Brunson héliocentrique qui a tout le temps le ballon en main, qui crée beaucoup pour les autres, mais qui à côté de ça a besoin de pièces complémentaires qui n'ont pas besoin d'avoir le ballon en main. DiVincenzo, c'était parfait parce que c'était juste le mec de catch and shoot parfait. À ça, tu rajoutes une défense sur l'homme qui est ok, mais une défense collective qui est vraiment bien dans l'anticipation des lignes de passe, dans les aides. Et en fait, juste un petit peu d'énergie, que ce soit sur transition, que ce soit dans les drives, que ce soit dans les coupes. Un joueur qui vraiment a pris une ampleur magnifique. Et puis on l'a vu en playoff, il fait gagner 2-3 matchs quand même sur les 2 séries que les Knicks ont joué avec des gros tirs ou avec des grosses défenses. Ouais, parce qu'on a vu durant les playoffs que déjà, on va revenir sur les différents éléments, la défense, son apport dans le collectif, mais déjà, sur la dimension efficacité, au tir, elle s'est prolongée en playoffs. On n'a eu aucune chute de sa part durant les playoffs, et effectivement, son adresse a été super importante. Ben, toi, t'en as pensé quoi de cette année de DiVincenzo aux Knicks, et pour toi, il leur a apporté quoi? C'était une année assez, il a pris de l'ampleur au fur et à mesure de l'année. Il est arrivé un peu comme je crois que c'était la seule transaction qu'on a fait lors de l'intersaison précédente. Il est arrivé un peu, pas en catimini, mais dans un rôle de role player. Tu savais pas trop s'il allait starter, s'il allait sortir du banc, etc. Et au fur et à mesure, avec le trade de demi-saison, qui ont suivi après avec la blessure de OG Anunoby, il a un peu commencé à starter de façon récurrente jusqu'à arriver pendant les playoffs où comme il y avait 90% de l'effectif qui était blessé et que c'était le seul qui marchait encore, il s'est retrouvé avec un volume de shoot qui dépassait ce qui était un peu prévu en début de saison. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, peu importe le rôle qu'il a endossé tout au long de cette saison, il remplissait le contrat, quoi. Alors, je sais pas si cette réussite stratosphérique, comment dire, ces shoots un peu, il y a certains shoots qui n'étaient pas forcément du très bon shootmaking, mais ça rentrait, si ça pouvait tenir sur une saison supplémentaire avec un peu plus de défenseurs sur lui, etc. Mais en tout cas, sur ce qu'il a eu à faire sur une saison, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, quoi. Ce qui est étonnant avec DiVincenzo cette saison, moi je trouve, c'est qu'il a fait un truc qui est assez rare en NBA, c'est qu'il a eu le même niveau d'efficacité, mais il a augmenté son volume grandement. C'est ça, ouais. Et son minutage a augmenté, mais pas tant que ça en fait. Il est autour des 26, c'était la même chose qu'il avait aux Warriors, mais par contre il a augmenté son volume, il a pris plus de tirs, et son efficacité n'a absolument pas été impactée. Moi je trouve que ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, FD l'a dit, c'est son inclusion dans le collectif des Knicks. J'ai trouvé que son apport allait au-delà du shoot et de la défense. On n'était pas sur un simple free and D. Premier élément, et là je suis curieux d'en parler avec vous, premier élément que j'ai trouvé très intéressant,
il est dans ce jeu d'Enix qui consistait à faire de petits écarts, des grands écarts. On en a beaucoup parlé, Ben, durant toute l'année là, de ce jeu-là chez Enix. Ouais. Il était excellent là-dessus. C'est-à-dire que c'est un joueur pour lequel, si tu arrives à créer un petit écart, il a une capacité à prendre vite la décision qui permet de construire de ce petit écart un plus gros écart. Et là-dessus, j'ai trouvé ça très intéressant. Et le deuxième, c'est qu'à un moment donné, après la blessure de Julius Randle, on était sur un joueur qui jouait un peu des pics, et qui n'était peut-être pas le deuxième créateur, mais s'est ajouté comme un créateur dans cette équipe. Et moi, j'ai trouvé cette transition assez intéressante, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu ce que j'essayais d'évoquer quand je parlais du rôle qui augmentait au fur et à mesure de la saison. C'est qu'il était vraiment recruté comme un pur shooter. Je vais pas dire un peu JJ Redick-like, mais un peu dans cette idée-là. Et au fur et à mesure que la saison avance et de l'évolution de l'effectif, des blessures, etc., on lui donne un peu plus chaque nouveau mois de la saison. Et il s'en saisit très, très, très bien. Et ces flashs de création à la fin de la saison et pendant les playoffs, c'est vrai que c'était assez, enfin, en tout cas de mon côté, assez inattendu et plutôt très satisfaisant, quoi. FD, tu disais que sur la partie défense sur l'homme, tu trouvais que c'était ok, mais que dans la défense collective, par contre, c'était très bien. On nous l'a beaucoup présenté comme un joueur qui était plutôt très bon sur l'homme. Toi, c'est quoi le regard que tu as sur son niveau défensif sur la saison? Bah, justement, moi sur la défense sur l'homme, je trouve pas que ce soit là qui soit le plus impactant, et ça s'est vu en playoff, ou notamment contre les Pacers. Bah, tu mets pas DiVincenzo sur Haliburton. Tu le mets peut-être sur Neymar, tu vois, mais tu le mets pas forcément au point d'attaque. Pour moi, c'est pas ça son point fort. Son point fort, c'est quand il arrive de l'opposé, ou quand il apporte des aides, parce qu'il est assez long. Mais sur l'homme, je trouve pas qu'il a un impact particulier, donc je le vois pas forcément comme un très bon défenseur sur l'homme. D'ailleurs, ça se confirme un peu dans les chiffres, non pas sa défense sur l'homme, elle est toujours difficile à chiffrer, mais tu sais, sur le steal percentage, qui pour le coup, son steal percentage est très très haut, il est à 2%, il est 90e percentile sur le poste des wings, sachant que devant lui, en réalité, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des faibles temps de jeu, il y a Cameron Reddish, Travelling Queen, Evan Fournier, dans les joueurs à un très gros volume de temps de jeu, pour le coup, il est vraiment dans le haut du panier, ce qui confirme un peu cette dimension de connecteur un peu défensif, ou qui pour le coup assumait bien. Et c'est vrai que pour le coup en playoff, notamment face à Tyrese Maxey, on a vu que ça pouvait avoir, qu'il pouvait avoir plus de difficultés. Moi, ce que je me demande, Ben, est-ce qu'on n'est pas avec, on parlera de son contrat après, mais est-ce qu'on n'est pas avec Dante DiVincenzo sur le joueur le plus Thibodeau méta de tout l'effectif? Moi, c'est quand même une question que je me pose, tu vois. On est vraiment le joueur Thibodeau méta, quoi. Alors, je sais pas, oui, je pense que oui, enfin, je vois ce que tu veux dire avec cette idée de Thibaut Meta, mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est surtout, c'est un peu le plug and play qui peut s'intégrer un peu partout avec n'importe quel coach, avec n'importe quel système. En fait, je vois pas du tout une équipe actuellement NBA qui refuserait un joueur comme DiVincenzo avec le profil qu'on a évoqué les minutes précédentes. Donc oui, c'est un peu enfin, c'est Thibodeau méta, mais c'est un peu tous les coachs de NBA méta, quoi. Donc c'est un peu ça, moi, mon ressenti sur DiVincenzo. Ouais, je trouve que le côté plug and play est intéressant parce que oui, au fur et à mesure de la saison, on a vu se développer un petit peu de jeu sur le pic, un vrai jeu de poste 2. Pour autant, je suis pas convaincu que c'était son registre le plus intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Evelyne, mais moi je trouve sa création sur le pic à DiVincenzo, elle était pas stérile, ça serait un peu fort dire, mais à un moment donné, il l'a aussi pris parce que justement, et ça viendra peut-être après au sujet d'après, Julius Randle, mais parce que Julius Randle était plus là, que c'est pas trop le registre de McBride et qu'à un moment donné, il fallait bien que quelqu'un le fasse derrière Jalen Brunson, quoi. Ouais, après ça, on l'a vu en playoff, mais comme l'a dit Ben, pour moi, par nécessité, c'est moins quelque chose qu'on a vu en saison régulière. En saison régulière, on est vraiment sur un mec qui prend presque que du catch and shoot, qui pose très peu de dribble et qui prend très peu de pick and roll. On l'a vu, et là je suis d'accord avec toi, un peu en playoff parce qu'il y avait besoin, parce que Brunson n'était plus là, parce que parce qu'ils étaient trop avec McBride sur les rotations extérieures. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'il a fait beaucoup en cours de saison. Il a vraiment été utilisé exclusivement comme un joueur de complément, comme un connecteur, si tu veux, de Jalen Brunson. Ouais, carrément. Et tout ça se cumule, le dernier élément qu'on peut dire sur lui, avec un contrat qui est peut-être un des meilleurs contrats de la NBA. Il a un contrat sur 4 ans, entre 10 et 12 millions l'année. Ce qui, dans le cadre du nouveau CBA, est quand même juste un contrat en or, quoi. T'es quelqu'un qui est en dessous des 8% du salary cap. Pour un titulaire, sans discussion, c'est vraiment
C'est vraiment un contrat idéal. Ce serait le contrat parfait en NBA, ou le meilleur contrat de NBA, si Miles McBride ne prenait pas 4 millions par an. Bon, les mecs, avec quoi pendant les 3 prochaines années. Hey. Ben, tu sais très bien que McBride, c'est la fusée Ariane qui va s'écrouler à tout moment. Moi, j'ai du mal à me projeter avec McBride au-delà d'une ou deux saisons, mais je vois qu'elle n'était pas d'accord. Je sais que Ben, il a un avis là-dessus. On verra ce que ça peut donner. Tu peux pas te permettre de tirer sur McBride. Nous, on est un peu trop tous unis derrière lui. C'est le seul mec qu'on a drafté qui peut peut-être rester dans l'effectif. Donc on va pas commencer à lui tirer dessus. D'autant plus qu'on va revenir dessus. Robinson, on sait pas trop s'il va continuer à rester à New York, quoi. Donc McBride, c'est le dernier petit protégé sorti d'un peu nulle part qu'on peut défendre. Mais oui, au-delà de la blague, c'est vrai qu'il y a sûrement eu Enfin, il y a la question que c'est un peu posée, pourquoi c'était DiVincenzo qui a été envoyé dans le trade et pas par exemple peut-être Josh Hart ou McBride, où il y avait d'autres profils potentiels. Et je pense que cet aspect contrat pendant encore 3 ou 4 saisons, plus le fait que 3 ans ce il soit reste. Ouais, 3, voilà, il reste 3 ans, et plus le fait que ça soit un plug and play, mais je trouve qu'il est quand même assez remplaçable. Et bah ça a été, je pense, la décision pour laquelle les deux parties se sont accordées, quoi. Deuxième sujet sur ce transfert côté Knicks. D'ailleurs, je me dis, Ben, il faudrait peut-être qu'un jour on fasse un tu préfères DiVincenzo Austin Reeves. Ça peut... Ouais. Ouais, je te laisse rajouter un élément si tu veux. Juste petite chose aussi que peut-être tout le monde n'a pas en tête sur DiVincenzo, mais il y a quelques bruits de couloir qui sont sortis, comme quoi l'intersaison lui avait pas trop plu et qu'avec la perte de rôle qu'il allait avoir, il était un peu frustré de la saison à venir. Donc les rumeurs de trade et le trade qui s'en est suivi n'est pas arrivé totalement au dépourvu, quoi. On ne serait pas arrivé effectivement au dépourvu. Deuxième sujet sur ce trade, c'est Julius Randle. Julius Randle qui est-ce que le gros bout de ce trade, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que le gros bout de ce trade, c'est le trade de DiVincenzo ou de Julius Randle côté Knicks d'ailleurs? La grosse perte, c'est quoi? C'est la question que je pose dans l'article. Est-ce que c'est le trade de Julius Randle comme ça a été beaucoup énoncé, ou est-ce que c'est le trade de Donte DiVincenzo plus un pic, mais le pic il est un peu, enfin je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de valeur dans ce trade-là. Du point de vue des Knicks, selon moi, la perte de Julius Randle est quand même la plus significative sportivement, émotionnellement. Du côté des Timberwolves, je pense que le mec qui va commencer l'année à Minnesota et qui va la finir, c'est Donte DiVincenzo. Julius Randle, je suis pas sûr qu'il joue beaucoup à Minnesota, mais du coup j'aurais quand même tendance à dire que le gros nom du trade, c'est Julius Randle. Sur le terrain, celui qui aura peut-être les implications sportives les plus importantes, c'est peut-être DiVincenzo, ouais. Effectivement. Bon, on va quand même parler de Julius Randle. Ben, l'apport de Julius Randle aux Knicks, il aura été durant 3 ans, 4 ans 3 ans il est resté, hein, je dis pas de bêtises, 3 ans. Plus Il est resté plus longtemps, il est resté 5 ans, je crois. On est à 5 sur Randle. Il est arrivé l'été 2019 en compensation de Kyrie et de... Ouais, 5 ans, tu as raison. Ouais. Kyrie et KD. 5 ans, à minimum 27% d'usage, et on est monté jusqu'à 30%, donc là pour le coup on est à minima sur un joueur qui touchait beaucoup le ballon. On a un true shooting un peu SA qui est descendu à 101 à un moment donné, qui a été aussi plus haut à d'autres moments. Bon, le passage de Julius Randle aux Knicks, Ben, il est contrasté, mais globalement, c'était quoi l'apport de Julius Randle? Restons sur la dernière saison, ou les 2 dernières. Qu'est-ce qu'il apportait dans le jeu? Point positif, point négatif. Ouais. Alors, il est contrasté, mais je pense que c'est un peu le cas pour toute la fanbase Knicks. C'est quand même le mec qui nous a ramené en playoff, qui nous a remis un peu sur la carte NBA au moment où on était au plus bas fond de l'histoire, qu'on avait drafté Kevin Knox et consorts. Donc franchement, non, c'est un bon... c'est un passage qui, je ne sais pas si dans 50 ans on en parlera toujours, mais en tout cas pour notre génération est importante, parce que il a endossé le rôle de première option dans un effectif assez compliqué au début, et en fait il a plus fait du volume que de l'efficacité.
mais à force de faire du volume, t'as quand même des points qui rentrent avec. Et je pense que c'est un peu sous-estimé, mais Julius Randle, c'est pas tant le trou noir que beaucoup de gens évoquent. Il a quand même une capacité de passing qui est vraiment correcte et pour son poste et pour ce qu'il en dégage comment dire, physiquement et sur le terrain. Alors, en fait, le souci, c'est que sur les 2 dernières saisons, en fait, l'arrivée de Brunson et tout ce qui s'en est suivi ont entraîné un changement drastique comment dire, de jeu offensif et comment dire, de plan de jeu en règle générale à New York. Et le profil de Randle ne rentrait plus du tout dedans. Parce que Randle, faut se rappeler qu'au début, quand il est arrivé en 2019, c'était du jeu ultra demi-terrain, très très posé. Il y avait encore Taj Gibson, c'était Elfrid Payton à la main. Enfin, c'était pas les Brunson, les DiVincenzo et consorts, et encore moins un Cat. Et là, en vrai, c'est surtout j'ai l'impression que son niveau enfin, son plan de jeu et comment dire, comment il joue ne rentre plus du tout dans le plan des Knicks. Et c'est notamment les arrivées de Bridges et Anunoby qui l'ont un peu condamné, quoi. FD, t'es raccord là sur ces éléments de lecture là de Julius Randle? Déjà, sur l'aspect historique, oui, c'est le mec qui ramène les Knicks en playoff, qui prend un rôle que personne n'a envie d'endosser. Donc ça, oui, la mémoire collective, je pense que ce sera ça pour Julius Randle, comme ça l'a un peu été pour Amar'e Stoudemire avant l'arrivée de Carmelo Anthony. Maintenant, sur l'aspect jeu, je suis d'accord avec ce que dit Ben aussi, sur le fait que l'arrivée de Brunson, mais j'ai envie de mettre quand même une nuance temporelle là-dessus. L'arrivée de Brunson, oui, a forcé Julius Randle à légèrement changer son, son style de jeu. C'est-à-dire que le Julius Randle qu'on a eu les 3 premières années à New York, qui fait énormément d'isolation, qui prend la balle poste haut et qui attire les défenses et qui kick out, c'était plus forcément un rôle dont on avait besoin maintenant qu'on avait un vrai joueur de pick and roll avec Jalen Brunson ou même un vrai joueur d'isolation extérieure avec Jalen Brunson. Ça a mis un peu de temps quand même. Je pense qu'on a un petit billet de récence là-dessus sur la dernière saison de Brunson qui est magnifique, mais sur celle d'avant, on a un petit peu ce monstre à 2 têtes en fait avec Jalen Brunson et Julius Randle qui ont parfois un petit peu un système de jeu à toi, à moi, tu fais une isolation, je fais une isolation, mais très peu d'interaction entre les deux. La saison 2022-2023, Julius Randle, il est encore sur des usages, sur des volumes de tirs qui sont un peu au niveau de pré-Brunson, on va dire. C'est vraiment l'année dernière que Brunson explose, donc Randle est un peu obligé, en plus il est blessé, de descendre en volume. Donc il y a cet usage, enfin il y a cette vision contrastée de Randle avec énormément de volume, assez peu d'efficacité. Un tir à 3 points qui a réussi lors de la bulle, ou enfin la saison juste après la bulle, là où les Knicks vont en playoff et perdent contre les Hawks, c'est aussi la saison où R.J. Barrett tire bien à 3 points. C'est la saison où tout le monde tire bien à 3 points et du coup t'as l'impression, ah bah ça y est, on a du spacing autour de Julius Randle parce que R.J. Barrett met dedans, Robinson fait une super saison défensive, etc. Et donc voilà. Mais l'arrivée de Jalen Brunson a vraiment fait passer un cap à cette équipe. Mais voilà, Julius Randle actuellement rentrait plus trop dans les plans, surtout on parlait avant de Thibodeau compatible, Thibodeau méta. Pour moi, on a le joueur le plus Thibodeau compatible du monde, c'est OG Anunoby, en termes de dureté, en termes de combativité, même en termes de faire peu d'erreurs en défense, ou en attaque même. Julius Randle était plus vraiment le poste 4 de cette équipe. C'est vrai que... Ouais, je suis d'accord. Et en fait, quand j'ai dit l'arrivée de Brunson, mais c'est vrai la dernière saison. Et ce qui est assez frustrant, malgré tout, c'est que avec la blessure de Randle qui arrivait sensiblement au moment du trade d'Anunoby, j'ai plus les dates exactes, ils ont peut-être joué quelques matchs ensemble, mais bon, pas beaucoup. En fait, on sait même pas ce que ça aurait pu donner un peu comment dire, cette nouvelle version des Knicks avec en plus le poids à l'intérieur de Randle. Malheureusement, en fait, avec ce qui s'est passé pendant les playoffs, plus le transfert de Bridges, ça devenait complètement sûr et certain que Randle n'avait plus sa place à New York, sachant que c'est sa dernière année de contrat avant sa player option, et donc
Donc ça a impliqué de potentiellement re-signer, etc., etc. Donc c'était un peu le seul qui était décalé au niveau de timeline en plus de contrat, quoi. Il se trouve que en plus de cet élément-là, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de revenir sur l'apport effectivement que pouvait avoir Julius Randle. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'a dit Ben, c'est que effectivement, Anunoby et Randle se sont croisés, mais n'ont jamais vraiment joué ensemble. Parce que quand même sur la période sans Randle, il me semble qu'il y avait un manque. Alors en plus, il se trouve que cette période-là, elle est sans Randle et sans, même si plus effectif, sans Emmanuel Quickley. Et en fait, sur cette période-là, la création, elle est quand même essentiellement pour Jalen Brunson. Ce qui nous rappelle le volume de création que pouvait assumer Julius Randle et qui, pour le coup, Ben, t'as mis en opposition cet élément-là, volume vs efficacité quand on parle de Julius Randle. Oui, effectivement, on a toujours cette question de l'efficacité au tir qui est basse, des pertes de balles aussi qui sont hautes, mais on a un volume de création qui est quand même très important. Et FD, je sais pas ce que t'en penses, on est quand même là dans les bigs, dans les postes 4, qui créent le plus de jeux de toute la NBA. Et donc, c'est quand même un apport pour le coup. C'est ce qu'on a mentionné avant sur le poste haut. Moi, l'action, si tu me demandes un petit peu ce que je retiens de la carrière de Julius Randle, alors il y a les pertes de balles sur spin move de sa première année, parce que ça faisait des compilations sur Twitter tout le temps. Mais voilà, ça c'est pour la blague. Le deuxième, et par contre ça c'est un vrai élément, c'est Julius Randle qui reçoit la balle poste haut, 2-3 mètres derrière la ligne des lancers, qui fait un dribble à gauche, qui lit la défense, qui force des aides à venir parce que c'est un mismatch permanent, il est trop puissant pour les postes 4, un peu trop rapide pour les postes 5, et qui ensuite trouve des shooters sur des kick-outs. Moi, c'est ça le Reggie Bullock, il a fait 2 saisons titulaires en NBA parce que Julius Randle faisait des bonnes passes. Mais voilà, moi, c'est ça, c'est ce playmaking pur et qui est pas fait parce que pas fait parce que c'est un excellent passeur ou parce que c'est un passeur de génie, mais qui est fait juste parce qu'il a une telle gravité et une telle pression en termes de scoring, parce que il fait quand même des saisons à presque 50% de réussite à mi-distance et puis toujours à 65-60% au cercle, donc c'est correct. Il y avait une vraie gravité au scoring de Julius Randle, les défenses étaient obligées de venir aider et il faisait les bonnes passes, simples, mais les bonnes passes pour des tirs à 3 points. Ouais, et ce que j'ajouterais, c'est que quand je parlais enfin, ce rapport un peu quantité par rapport à efficacité, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la version new-yorkaise qu'a vécu Randle, même si ça rentre dans son profil, il était obligé de prendre cette quantité. C'est qu'il n'y avait pas d'autres options possibles. Tu pouvais pas donner les clés en main à RJ Barrett ou je sais pas qui il y avait avant. En fait, c'était un peu par nécessité. Et forcément, quand tu le fais par nécessité, que pendant 3 ans, tu es l'option numéro 1 et la seule option qui existe, évidemment que tu te feras beaucoup plus ciblé et beaucoup plus attendre que d'autres joueurs ou d'autres équipes qui ont des trios ou des duos à leur tête pour driver cette équipe. En fait, le souci, c'est que maintenant, dans un monstre à plusieurs têtes, comme veulent un peu être les Knicks derrière le grand chef Brunson, malheureusement son profil ne fitait plus trop, quoi. Mais bon, cette question d'efficacité, il a été obligé un peu de prendre cette quantité de shoot pendant des années qui était, enfin, c'était soit lui, soit vraiment des randoms, quoi. Et je pense qu'on peut ajouter à ça le fait que c'est un peu une poubelle à ballons. C'est-à-dire, tous les ballons que tu n'as pas envie d'avoir, tu peux lui donner, notamment les ballons qui sont en dessous des 10 secondes. Et je trouve que tu as toujours des joueurs comme ça dans une équipe, et tu as plusieurs profils sur ces joueurs-là. Tu as soit le profil du vrai joueur d'isolation dynamique qui va essayer de créer quelque chose. On est de toute façon toujours sur des pourcentages qui sont bas. Et je trouve que pouvoir donner ces ballons-là à des joueurs qui ont une énorme gravité, ça permet de régénérer de l'action dans les 10 dernières secondes des possessions. Et je trouve que dans un NBA, Ben, on en parle souvent tous les deux, mais c'est impossible d'avoir 100% de bons shoots dans un match. Tu es obligé d'avoir un volume de mauvais shoots dans un match. Se dire que tu as un joueur à qui tu peux donner la balle en dessous des 10 secondes, qui va avoir sa gravité naturelle parce qu'il est tellement puissant, etc., et qu'en fait, et qu'en plus, il a de la vision jeu pour régénérer du jeu. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu quand même beaucoup de séquences Onyx de Randle sous les 10 secondes où il fait valoir, tu vois, cette qualité-là, quoi. Et moi, je l'ai toujours reconnu. Oui, je suis d'accord, ça revient un peu dans ce que je disais, c'était que à un moment, il y a des mecs qui pouvaient même pas créer eux-mêmes leur propre shoot, et dans des situations où la création était un peu faite par d'autres joueurs, ça se retrouvait forcément à un moment dans les mains de Randle qui était
peut-être pas forcément le premier qui devait toucher le ballon sur cette action-là, mais qui par défaut se retrouve avec le ballon à la fin. Donc c'est dur de lui en vouloir d'être un peu ce trou noir pendant certaines possessions, quand autour de toi t'as pas les options pour faire plus de jeu, quoi. Dans les dimensions plus négatives sur l'apport de Julius Randle, il y a, alors peut-être que ça fait une transition sur le pourquoi les Knicks ont fait ce trade, et auquel cas, c'est pas grave, on se lance dessus les gars, il n'y a aucun souci, puis on enchaînera. Il y a ces zones de jeu. Les zones de jeu de Julius Randle sont très à mi-distance, ce qui, en soi, tu l'as dit, FD en plus, il est avec des bons pourcentages pour le coup sur ces zones à mi-distance, n'est pas un problème en soi. Le problème, par contre, c'est qu'ils sont deux comme ça. C'est que Jalen Brunson prend 52% de ses tirs à mi-distance déjà, et que Julius Randle il est à peu près autour des 39-40%, et que du coup tu te retrouves avec tes deux principaux porteurs qui sont tous les deux sur le registre de tirs que tu essayes d'éviter un peu, quoi. Et pour moi c'était un premier souci. Est-ce que tu penses, FD, que ça fait partie aussi des raisons de pourquoi les Knicks se sont dit on continue pas avec Julius Randle? Je pense qu'on peut revoir la preview que j'ai faite à l'arrivée de Jalen Brunson, je pense, donc ça, la première année, ou même l'article que je fais quand Jalen Brunson arrive, je dis, en plus, tu dis bien de parler des zones, il y a un élément que tu mentionnes pas mais qui est important. Jalen Brunson, gaucher, Julius Randle, gaucher, RJ Barrett, qui était encore là à l'époque, gaucher. 3 mecs qui vont à gauche, 3 mecs qui aiment tirer à mi-distance, qui jouent dans des zones absolument similaires sur le terrain, c'était pas compatible. Et tu peux... Donc effectivement, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'ils en ont enlevé 2. Et qu'en enlevant les 2, ils ont rajouté du spacing. Et je pense que c'est un élément important parce que je suis un amoureux de Jalen Brunson. J'adore Jalen Brunson. Ça y est, j'y crois maintenant. Je me dis pas qu'on était sur une surchauffe. N'en reste que. Aujourd'hui, l'efficacité de Jalen Brunson, elle est quand même beaucoup boostée par son extraordinaire efficacité à mi-distance. Alors que c'est un joueur qui a un très bon toucher au cercle, mais qui pouvait parfois souffrir un peu d'un manque de spacing. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils ont quand même tout à gagner à ce que Jalen Brunson, je parle pas il passera jamais à 35% de fréquence au cercle, hein, c'est pas l'idée. Mais ce qui monte un petit peu sa fréquence au cercle, et pour le faire, t'es obligé de passer par plus de spacing pour le coup. Et je pense que c'est un mouvement général dans lequel ils sont en train de transformer leur attaque pour pouvoir permettre ça. Il y a une stat qui illustre très bien ce que tu viens de dire et que j'ai mise dans l'article. Les Knicks étaient l'équipe qui était, si tu prends le protecteur de cercle adverse sur toutes les possessions, les Knicks étaient l'équipe de la ligue dont le protecteur de cercle était le plus proche du panier. C'est-à-dire que les Knicks étaient incapables de faire sortir le protecteur de cercle de la raquette. L'équipe qui le faisait le mieux, c'était les Celtics. C'est facile. Pourquoi c'est facile? Luke Kornet, j'ai dit Luke Kornet en premier. Tu vois que je suis fan des Knicks. Kristaps Porzingis, Al Horford, Luke Kornet au poste 5. Évidemment, du coup, c'est plus compliqué pour le poste 5 adverse de rester dans la raquette. Les Knicks, dernière équipe de la ligue, n'arrivaient pas à faire sortir. Pourquoi? Isaiah Hartenstein, le temps regretté à Isaiah Hartenstein, n'apporte pas de spacing avec son tir. Il apporte du spacing avec d'autres choses, mais pas avec son tir. Mitchell Robinson encore moins. Precious Achiuwa et Jericho Sims, puisqu'il faut quand même les mentionner, encore moins. Donc c'est sûr, l'arrivée de Kat, puis on en parlera après, c'est son apport le plus évident, c'est qu'il va espacer le jeu pour Jalen Brunson, lui permettre d'avoir un petit peu plus d'accès au cercle, même si quand tu vois ce qu'est Jalen Brunson maintenant, ça fait 2 saisons vraiment compliquées au cercle. Il est à 56%. Ça fait deux saisons de suite qu'il est à 56% de réussite au cercle, ce qui est très mauvais. Voilà, c'est 24e et 18e pourcentile de la ligue. Mais, et c'est là que tu as raison de le mentionner, les dernières années à Dallas, qui partagent notamment avec Kristaps Porzingis, donc tu vois, on retrouve ou Maxi Kleber au poste 5, il est à 66 et 63% de réussite, ce qu'il a est au-dessus de la moyenne. Donc, Jalen Brunson avec du spacing peut terminer au cercle. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, ça peut permettre de contrebalancer la surchauffe, où il n'a pas besoin d'avoir une surchauffe à mi-distance pour être efficace. On est avec Jalen Brunson, effectivement, sur ces 2 dernières années à Dallas, 92e et 93e pourcentile au cercle. Chez les combos. Donc on est un joueur qui a un toucher reconnu. Et effectivement, on a une chute au Knicks. Et c'est intéressant la stat que tu nous donnes, FD, pour essayer de l'expliquer un peu. C'est-à-dire l'incapacité qu'ont eu les Knicks à sortir
les pivots de la raquette. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le podcast avec les Wolves, mais ça peut devenir à terme un problème pour les Wolves qui, s'ils jouent beaucoup de minutes avec Randle et Rudy Gobert. Le deuxième élément qui me paraît problématique avec Julius Randle, là encore, on est peut-être dans le pourquoi du trade, mais je vous lance dessus, c'est la connexion Randle-Brunson. À force de réfléchir sur le jeu, j'en viens quand même à me dire que quand tu confies 2 contrats max, ok, c'est pas des contrats max, mais quand tes 2 stars à qui tu donnes le plus de jeu n'ont pas de connexion entre elles, en réalité, c'est un problème. Parce qu'en fait, tu as envie, dans les moments difficiles et dans les matchs de haut niveau, que tu crées une connexion entre tes 2 joueurs de contrat max ou tes 2 joueurs les plus forts pour profiter de leur rapport ensemble. Je vous donne une stat pour illustrer ça. Jalen Brunson a donné le même volume de passes à Julius Randle que LeBron James à Anthony Davis. Pour vous donner un ordre d'idée. Pour autant, LeBron James et Anthony Davis génèrent 2 fois et demi plus de passes décisives dans leur connexion que Jalen Brunson et Julius Randle. Alors là, le cas est un peu excessif parce que c'est peut-être la meilleure connexion NBA, la connexion LeBron James-Anthony Davis, mais elle doit un peu vous donner une idée sur le fait que en fait, Randle et Jalen Brunson, tu l'as dit un peu tout à l'heure, FD, mais c'était un peu du à toi, à moi, mais sans aucune connexion d'efficacité pour essayer de créer une synergie entre les deux. Et ça, pour moi, ça faisait partie de la problématique du Julius Randle au Knicks, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, si vous le ressentiez aussi. Ouais, c'était. En fait, c'est pas ce qu'on évoquait un peu depuis tout à l'heure, c'est que c'était pas des joueurs profil compatibles, quoi. C'était que, on l'a bien précisé, Brunson est un très gros joueur de pique et qui s'arrêtait beaucoup à mi-distance pour faire ses flotteurs, etc. etc. Randle, c'est un joueur d'ISO, de poste haut, un petit peu de post-up, mais voilà. Et en fait, c'était pas du tout l'intérieur dont avait besoin Brunson pour briller. Ce qu'on va revenir, on va faire la transition, ce qui est un peu l'opposé de ce que Kat peut apporter, quoi. C'est parce que, bon, on viendra dessus, mais le potentiel pick and pop, Brunson Kat, ça peut être assez terrifiant pour de nombreuses défenses. Ouais, parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir une connexion entre un meneur de jeu et un intérieur. En plus de oui. ça, c'est-à-dire. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'en plus, ça te supprime une connexion possible, naturelle. La connexion intérieure-extérieure, elle est naturelle et pour le coup, ça te la supprime. Alors, allons-y à fond sur pourquoi les Knicks ont fait ce trade. Moi, il me reste évidemment des choses en stock. FD, toi qui en plus a rédigé un article long là-dessus, à ton avis, pourquoi les Knicks ils ont fait ce trade? Quels étaient leurs besoins? Le premier besoin, c'est trouver une solution à Julius Randle, on l'a dit. Le deuxième besoin, c'est il y a une volonté là d'aller, clairement on va le dire, d'aller all-in, de tout mettre sur les 2-3 prochaines années, de sacrifier des assets, de la manœuvre financière. Voilà, là ils ont plus de marge de manœuvre financière et ils sont à fond. Kat, à mon avis, aujourd'hui, était le meilleur talent sur le marché des transferts qui pouvait récupérer. Les Timberwolves, vous l'avez dit dans le podcast, les Timberwolves avaient des raisons financières de se séparer de Kat. Les Knicks étaient en contact avaient déjà parlé d'un intérêt pour Kat l'année dernière. Il y a 2 ans, je crois. Ouais, effectivement, donc, ça avait pas mal traîné. Voilà. Donc il y avait cet intérêt initial, plus une opportunité avec les Timberwolves qui avaient envie de s'en débarrasser. Et cette volonté, voilà, d'aller vraiment all-in sur les 2-3 prochaines années. On reparlera après des aspects tactiques, mais il y a un alignement des timelines avec du coup Brunson, Bridges, Hart, Anunoby et du coup Kat qui sont sous contrat pendant au moins 3 ans à New York. Donc tu as au moins 3 ans avec ce noyau dur là où tu peux y aller. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, FD, c'est ils sont allés chercher du talent. Effectivement, on savait que Julius Randle allait partir. Mais donc les Knicks ont choisi d'aller chercher du talent plutôt que de la profondeur. Alors qu'on s'est dit, suite au trade, peut-être que déjà ils sont un peu courts. Moi, tu vois, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je m'attendais à un trade effectivement de Julius Randle parce que, en plus on va en reparler, mais pour moi il y avait un vrai besoin de poste 5. Il y avait un besoin aussi d'un poste 1 en soutien à Brunson plus créateur. Mais moi j'ai été étonné qu'ils ne soient pas allés chercher de la profondeur avec Julius Randle, mais pire que ça, ils ont supprimé de la profondeur pour ajouter du talent à cette équipe. Et ça, Ben, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je m'attendais pas à ça, en fait. Tu vois, j'avais pas identifié ça comme besoin côté Knicks. En fait, l'arrivée
de Kat, je l'attendais pas non plus, mais quand il réfléchit, en fait, ça me semble logique, parce que tu as commencé à l'évoquer. Certes, il y a les questions un peu de différents backups, dont celui comment dire, de Brunson, mais je pense que le plus gros souci qu'avaient les Knicks avant le trade de Kat, c'était vraiment la question du poste 5. Donc déjà, il y avait comment dire, l'intersaison où on a vu Hartenstein partir parce que financièrement, on pouvait pas s'aligner et pas vraiment de backup être recruté à sa place. Voilà, il y a juste une prolongation de Achua. Et en plus de ça, une semaine avant comment dire, le trade, il y avait la blessure pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de Robinson. Donc en fait, il y a encore une semaine, tu commençais la saison avec Randle au poste 5, ou Achua, quoi. Oui, parce que effectivement, dans les besoins, le premier, je suis d'accord avec toi, hein, pour moi, leur premier besoin, c'était d'ajouter un poste 5. C'est qu'ils avaient perdu... Voilà. Je sais pas, vous en pensez quoi, Hartenstein? On dit c'est top 10 NBA pivot? Le meilleur pivot role-player de la NBA? On est sur ça? Peut-être. J'ai pas les tirs en tête sur qui est role-player, qui est pas role-player. Par contre, en termes d'impact l'année dernière, oui, il est top 15, largement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, première moitié. Ouais, je pense qu'on est largement top 15. Et donc, ils avaient besoin de se retrouver à un poste 5. Donc, premier élément, ils répondent à ce besoin, trouver un poste 5 et trouver un intérieur supplémentaire. D'ailleurs, vous pensez que c'est fini là sur les intérieurs? Je sais pas ce que tu appelles fini. Est-ce que tu veux rajouter un pivot? Est-ce que tu veux rajouter un poste 4? Mais après, c'est toujours pareil. S'il y a des opportunités de marché, je pense qu'ils s'en saisiront. Et il y a aussi quelque chose qui est maintenant assez important, c'est que les Knicks sont officiellement des contenders. Donc sur les marchés des mecs coupés, sur les marchés des petits, des petits contrats, les joueurs de fin, comment dire, de fin de carrière qui n'ont pas leur bague et qui veulent pour un contrat vétéran potentiellement venir à New York, maintenant, t'es cette équipe qui peut les attirer, là où tu pouvais pas il y a quelques années, quoi. Donc ça reste quand même des options qui sont non négligeables, je pense. Alors sur la free agency, moi j'avais regardé un peu justement, je m'étais rendu compte qu'en fait ces dernières années, tu récupères rien sur le marché des free agents après la trade deadline. Là, dans les free agents restants, il reste Markel Fultz éventuellement, peut-être pour combler ton besoin. Je parlais potentiellement peut-être pour, tu vois, par exemple, je parlais peut-être pas cette année, mais l'été prochain, on a vu plein d'équipes qui étaient ric-rac financièrement, où des vétérans faisaient des efforts financiers parce qu'ils se disent, là, il y a un potentiel à bague que je peux pas rater, quoi. Donc oui, pour cette saison, je sais pas si l'effectif sera amélioré. En tout cas, maintenant, j'ai plus l'impression qu'on ait beaucoup d'assets quand même pour monter des trades. Mais l'été prochain, peut-être que tu peux te dégager un peu de marge financière pour faire une ou deux signatures en plus, quoi. Bon, ma question, elle est dans le sens mais on la reposera après, je pense. Elle est dans le sens de se dire, est-ce que 4 est vraiment un 5 en fait? Et je pense qu'on va en venir après sur le décryptage tactique et je laisserai la main à FD qui va nous faire ça nickel. Mais dernier élément, peut-être sur les besoins des Knicks, moi que j'avais identifié de mon côté, c'est qu'ils avaient besoin d'un créateur. Ils avaient besoin d'un mec qui génère un petit peu de jeu. Alors soit Julius Randle l'aurait assuré, mais en tout cas ce qu'ont montré les derniers playoffs, c'est qu'ils avaient besoin d'un créateur en plus. Moi, à mon avis, on en reparlera peut-être, mais c'est pour moi, j'aurais pas fait le trade d'Anunoby pour... ça a permis de se libérer de Barrett, ça ce qui est bien, même si Barrett est bien depuis, de toute façon Barrett, Onyx, l'histoire était finie, mais je trouve que le manque de Quickley, ils n'ont jamais réussi à le compenser. Mais en tout cas, il fallait trouver un créateur, et je pense, FD, je sais pas ce que t'en penses, mais que pour le coup, et après ça fait notre transition vers Kat, ce qu'on attend de lui, Kat apporte un peu de cette création. Tout à fait. Surtout le 4 qu'on a vu l'année dernière, puisque tu parlais, est-il un poste 5? Ma réponse pour moi c'est oui. Mais si tu le recrutes pour être poste 4 à côté de Robinson, pour moi tu te gourres. Pour moi, si tu recrutes 4 actuellement, c'est pour le faire jouer au poste 5. Puisque c'est là qu'offensivement il va t'apporter le plus de flexibilité, on en parlera. Et défensivement, c'est un risque, mais selon moi, c'est un risque qui vaut largement la peine d'être pris. Si je reviens sur ta question sur 4 en tant que créateur, oui, le 4, surtout version Minnesota, poste 4 à côté de Rudy Gobert, c'était quelqu'un qui créait pour lui-même. C'était pas forcément un joueur de pick and roll qu'on avait vu plus tôt dans sa carrière avec Jeff Teague, même avec Jimmy Butler. Il posait plus tellement d'écran, c'était Rudy Gobert qui avait cette tâche-là, et même Naz Reid. Mais par contre, c'était un mec qui créait pour lui-même depuis le poste haut, sur de l'attaque de close-out, sur de l'attaque de close-out sur pick and pop.
Et surtout, et j'en parle un peu dans l'article, sur du post-up. C'était un joueur il était dans le top 15 des volumes de post-up par match. Donc oui, ça te donne pour moi une valve de création que tu n'avais pas avant, et ça te permet un petit peu de sortir du tout Brunson Ball ou de l'héliocentrisme autour de Brunson, qui te donne un plancher de performance qui est super haut, qui te permet d'être l'année dernière dans le top 5, top 6 des meilleures attaques NBA. Mais est-ce que ça te permet vraiment d'aller concurrencer pour un titre? On l'a pas vu l'année dernière puisqu'il y avait des blessures, mais je me pose quand même la question. Ce qui est intéressant, moi je trouve, avec Kat, c'est, tu l'as dit, hein, FD, c'est la diversité de sa création, que je trouve vraiment intéressante. Tu l'as dit, effectivement, il y a un premier point avec Kat, c'est qu'il peut créer pour lui-même. Là, c'est le point un peu évident. Effectivement, Kat est un joueur qu'on pourrait qualifier d'autonome. Il peut s'inscrire dans un collectif. L'année dernière, son volume de catch and shoot est important, mais c'est un joueur qui est capable de créer en autonomie et qui, en plus, alors là, pour le coup, en poste 4, il y a un espèce de mismatch permanent parce qu'il est quand même rapide, parce qu'il est très bon shooter, parce qu'il est très puissant, et donc il peut créer pour lui-même. Et effectivement, moi, ce que je trouve très intéressant avec Kat, et je suis intéressé de voir un peu ce que tu as constaté dans tes replays, c'est la variété de sa création pour les autres. On l'a vu aux Bulls, être impliqué sur du pick, short roll et retrouver une connexion avec Rudy Gobert ou avec les shooters. On l'a vu sur du poste bas, effectivement créé. On l'a beaucoup vu en poste 5, la Minnesota, sur du poste haut et sur de la connexion avec des joueurs qui n'étaient pas des très bons shooters. Je pense notamment à Jared Vanderbilt. Vous avez une très bonne connexion tous les deux. Et en fait, ce qui est bien avec Kat, c'est que c'est pas un créateur de pick and roll, c'est pas un ball handler de pick and roll, mais il a beaucoup d'outils à disposition pour générer du jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment important avec lui. Ouais, enfin, je vais pas rajouter grand-chose parce que ce que t'as pas mal détaillé, c'est, je sais pas comment dire, mais Kat, c'est un peu un hybride, un profil qu'on a rarement vu, j'ai l'impression, en NBA, parce qu'en fait, le fait qu'il ait comment dire, cette aisance à shooter, normalement, les quelques pivots shooters qu'on a vus, c'est pas des mecs qui peuvent, en plus de ça, faire de la création pour autrui, faire de la création pour eux-mêmes, et un peu driver s'il y a besoin, etc. En fait, il a un profil vraiment multiple avec comment dire, peut-être pas de perfection, à part son shoot, quoi. C'est juste il est comment dire, dans les meilleurs pourcentiles de la ligue, même de l'histoire pour son poste au shoot. Mais tout le reste, il fait un peu correctement, sans être parfait dedans. Mais en fait, l'accumulation de toutes ces capacités techniques font que c'est un joueur ultra complet et assez imprévisible sur bien des aspects. Et on va revenir un peu dessus, et surtout FD, il s'imbrique parfaitement dans ce qu'attendaient les Knicks de leur futur poste 5, pardon, si ce dernier n'est pas Hartenstein, quoi. C'est que tu as Hartenstein qui proposait énormément de choses, avec comment dire, beaucoup enfin, de balles en main et beaucoup de jeux mi-distance, etc. Enfin, vraiment très court mi-distance. Mais si de toute façon ce profil-là n'existe plus, et ben faut complètement diversifier, et c'est ce qu'a fait New York en allant chercher Towns. Alors, je vais prolonger ce que tu as dit et peut-être même un peu accentuer. Moi, je suis complètement d'accord avec l'aspect que tu donnes. C'est le profil multiple de Kat qui, en fait, te donne beaucoup de liberté créative offensive pour mettre des choses en place. Effectivement, tu vois, si tu compares à Porzingis, par exemple, Porzingis, son registre offensif où tu peux l'utiliser, finalement, il est déjà large, mais moins que Kat. C'est-à-dire, tu fais du pick and roll, tu fais du pick and pop, du shoot corner, un poil de post-up. Kat, tu peux imaginer plein de choses avec lui. Du short roll, du poste haut, du poste bas, du spacing pur, de l'isolation. Tu peux imaginer plein de choses. Et là où je vais aller un peu plus loin que toi, c'est que tu dis qu'il fait tout ça à niveau OK, mais ce qui est intéressant, c'est l'amplitude. Mais moi, je trouve qu'il fait beaucoup de choses pour son poste, à très bon niveau, pour le coup. Et FD, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, on est sur beaucoup de registres un peu au-delà de il le fait bien. On a beaucoup de choses qu'il fait très bien même. Si tu regardes sur le... Là où je pense que Ben voulait nous emmener, c'est qu'il a effectivement un pan qui est super large. Mais voilà, si tu regardes en termes d'efficacité à midi, déjà en termes de volume, c'est un joueur qui prend énormément de tirs, donc il est largement au-dessus de la moyenne. En termes de fréquence de tir, 86e pourcentile, à mi-distance, 80e pourcentile, point 62 tirs. Ça, c'est pour tous les joueurs de la ligue, c'est pas seulement pour les intérieurs.
Si on regarde en termes d'efficacité, il est un petit peu en dessous de l'efficacité moyenne au cercle. Il est à 61%, c'est-à-dire 47e pourcentile. Mais à mi-distance, 45, 70e pourcentile. Et à 3 points, 42%, 92e pourcentile. Et en plus de ça, c'est un joueur qui provoque énormément de lancers francs. Il est à 5,3 lancers francs tentés par 75 possessions, 90e pourcentile. Donc on est dans un joueur qui effectivement attaque sur 3 zones, voilà, proche du cercle, mi-distance, t'en as parlé sur les turner and fadeaway, sur du pick and pop, et surtout à 3 points. Et ce qui est intéressant à 3 points, on en reparlera un petit peu après si tu veux aussi, ce qui est intéressant à 3 points, c'est qu'il s'imbrique très bien dans le reste des tireurs à 3 points d'Enix, puisque Kat, lui, c'est un joueur qui tire dans l'axe du panier, c'est pas un joueur qui tire dans les corners ou à 45 degrés, ce qui est un profil que tu n'as pas actuellement avec les joueurs d'Enix. Donc si tu veux créer un 5-out autour de Brunson, ce qui à mon avis est l'idée, bah c'est bien, parce que Hart, il tire que des corners, Anunoby, il tire que des corners, et Michael Bridges, il aime pas trop les corners, il préfère tirer à 45 degrés. Donc, tu prends les 4 là, tu rajoutes Towns plutôt au-dessus du cercle, et en fait, tu as un 5-out qui est vraiment optimisé et qui va permettre de créer des espaces pour Brunson. Sachant que sur le dernier élément, sur le premier élément pardon, que tu as donné sur le cercle, on peut même le nuancer en disant qu'il était avec Rudy Gobert. Donc, avec une raquette qui, bien souvent, était un peu bouchée, lui imposait de prendre pas mal de short mid, mais qui lui permettait pas d'aller complètement au cercle. Alors, il a un autre problème structurel sur l'axe au cercle, c'est ses fautes offensives, qui est probablement son principal défaut. Mais on avait cet élément-là qui peut aussi atténuer cette efficacité au cercle. Moi, ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu nous dis, FD, c'est tu te projettes tout de suite sur du 5-out et 4 en 5. Et moi, pour le coup, là-dedans, c'est là où je me pose des questions et je me demande si vraiment tout est fini. Quelle est la viabilité aujourd'hui de Kat en poste 5 ? Il est capable de jouer combien de minutes en poste 5 ? Dans quelle mesure c'est encore un vrai poste 5 ? Est-ce que c'est fonctionnel ? Là, si je comprends bien là où tu m'emmènes défensivement, non ? Ouais, on va pas être très très loin de la défense là. Et des fautes. Voilà, parce que pour moi, offensivement, t'as raison, peut-être qu'il faut l'expliciter. Selon moi, tout l'intérêt de Kat, c'est ce qui va t'apporter en termes de spacing. On l'a déjà dit, c'est sa capacité à espacer le jeu. Je comprends l'intérêt de le mettre autour de Rudy Gobert, parce que Rudy Gobert, voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir occuper le dunker spot, qui va pouvoir se créer du jeu proche du panier. Mais pour les gens qui pensent que Rudy Gobert est limité offensivement, attendez de voir Mitchell Robinson. Mitchell Robinson n'est pas capable de prendre des positions proches du panier comme en est capable Rudy Gobert. Donc on peut pas se dire, selon moi, on peut pas se dire, on peut mettre 4 au poste 4 puisque c'est pas grave. Mitchell Robinson, il est capable de ne pas trop pénaliser le spacing parce qu'il est capable de prendre des positions, parce qu'il est capable de poser des écrans en ballon comme le fait Rudy Gobert, parce qu'il va être super actif au rebond offensif. Sur le rebond offensif, je suis OK, sur le reste, non. Et en fait, je pense que parce que pour le spacing, c'est pas forcément que du 5-out, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Le spacing, il va aussi passer par l'utilisation des espaces, notamment proches du cercle, et le dunker spot. Rudy Gobert le faisait très bien à Minnesota. Je pense que dans cette équipe des Knicks, OG Anunoby ou Josh Hart sont capables d'utiliser le dunker spot et du coup d'optimiser le spacing. Pour moi, Kat est au poste 5 offensivement et c'est comme ça que tu débloques le plus ton attaque et c'est comme ça que tu l'optimises aussi lui, que tu le brides le moins. Défensivement, c'est là qu'il y a un vrai sujet et c'est là où pour moi l'arrivée de Kat va forcément forcer Thibodeau à changer un petit peu sa philosophie défensive. Pour finir sur l'attaque, juste 2-3 éléments chiffrés pour rappeler un peu la dynamique dans laquelle étaient les Wolves l'année dernière. Quand Kat était sur le terrain, on est à plus 5 d'offensive rating. Et tous les indicateurs de tous les joueurs, c'est assez impressionnant, sur l'efficacité au tir, baissent quand Kat n'est pas sur le terrain. Anthony Edwards, il a ce truc là sur le true shooting de 59% à 56%. Rudy Gobert, ça descend. Et tout le passage qu'ils ont eu sans Kat, effectivement, descend. Kat est à la fois un joueur qui t'apporte du spacing sans impacter ta taille et qui en plus connecte les joueurs entre eux. Donc, moi, je te suis complètement FD. Je pense qu'on est vraiment sur de l'élite. Offensivement, au poste de pivot, au poste 4, même au poste 4 ou au poste de pivot. Je pense sur les deux postes, on est sur de l'élite. Et effectivement, tu parles de la connexion avec Anunoby, avec Bridges, Dunker Spot. On a vu que Kat, dans un schéma un peu space,
il est très très bon pour aller chercher ces joueurs qui sont sous le panier. On l'a vu avec Rudy Gobert sur la connexion suite au short roll, sur le pick and roll durant les playoffs notamment, on l'a beaucoup vu. Et on l'a vu avec Vanderbilt, comme je le disais avant. Basculons complètement sur le côté défense. Ben, l'année dernière, vos chers Knicks, là, il y avait quand même beaucoup de qualités, et je pense que peut-être tu peux nous les citer un peu, mais beaucoup de qualités qu'ils arrivaient à faire valoir défensivement que Kat n'a pas quand même. Des qualités de seul, etc., etc. Je te laisse la main. Ouais, bah en fait c'était le duo Hartenstein-Robinson en fait était un peu limité offensivement, notamment ce bon vieux Mitchell, mais du côté défensif du terrain était ultra intéressant parce qu'en fait c'était deux excellents, enfin bons protecteurs d'arceaux pour l'un et excellents pour l'autre, parce que les gens n'ont pas ça en tête, mais je crois que c'est toi FD qui l'a mis dans ton article. Faut pas oublier que Hartenstein c'était en dissuasion, c'est quelqu'un d'excellentissime, ce que le Cat n'a pas du tout, enfin ou beaucoup moins. Donc ça déjà c'est un point assez important qu'il faut évoquer. Mais par contre, Cat a quelque chose que notamment Robinson n'a pas, c'est beaucoup plus de mobilité. C'est vrai que tu peux imaginer beaucoup plus de schémas, peut-être un peu moins de drop que ce que tu faisais avec Robinson pour Cat. Alors je suis pas du tout un expert sur les tactiques défensives, mais j'ai vraiment l'impression que Cat, tu peux essayer de compenser son manque de dissuasion défensive et son manque de qualité par sa mobilité et sa flexibilité, notamment avec les apports de Anunoby et de Hart pour ce qui est de la raquette, et de Bridges pour les postes plus extérieurs, qui est un très bon, par exemple, navigateur d'écran. FD, toi, ton visionnage là, un peu là, sur 4 te laisse quelle impression défensivement? Il faut se rappeler que Kat était dans un système. Alors déjà, la première chose, c'est de dire Kat était dans l'équipe qui était la meilleure défense de l'année passée, et assez largement. Donc une fois qu'on a dit ça, on doit se dire que Kat, on peut penser ce qu'on veut de ses errements défensifs par moment, mais Kat a fait partie de la meilleure défense de l'année dernière. Évidemment, c'est pas que de son fait. C'est d'abord Rudy Gobert, c'est d'abord Jalen McDaniels, même Anthony Edwards, que moi je trouve très fonctionnel défensivement. Il était l'année dernière dans un rôle défensivement où on lui demandait pas grand chose. Il était sur le poste 4 adverse. Si on regarde un petit peu la physionomie des postes 4 actuellement dans la ligue, c'est des mecs qui créent pas beaucoup qui se créent pas beaucoup de tirs. Ce sont des mecs surtout dans des rôles de spacer, voilà, qui sont souvent dans les corners ou à 45 degrés à l'opposé du ballon. Donc il était dans un rôle facile défensif. Ceci étant dit, selon moi, les playoffs ont montré qu'il était capable, lorsqu'il avait envie, d'être un bon défenseur sur l'homme. On l'a vu contre les Suns. C'est lui qui avait l'assignment sur Kevin Durant, et il a fait du très bon boulot. Kevin Durant, c'est un joueur offensivement atypique, et finalement, Kat, avec son manque de mobilité, mais sa longueur, a tous les atouts pour gêner Kevin Durant. Mais voilà, ça a été un match-up qui a bien fonctionné pour lui. Tu vas en demi-finale de conférence, tu joues Jokic, tout le monde pense qu'on va mettre Gobert sur Jokic et qu'on va cacher Kat sur Aaron Gordon. Bah finalement, c'est l'inverse qu'on fait. Au bout de 2 matchs, les Timberwolves se disent, bah non, on va mettre Kat sur Jokic, et finalement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne même parce qu'il limite les post-up, il n'est pas du tout ridicule sur les post-up. Il est un petit peu chassé en début de série par Jamal Murray et Nikola Jokic sur les pick and pop, mais finalement, qu'il fasse du drop ou qu'il fasse du soft edge, il s'en sort très bien. Et même en finale de conférence contre Dallas, alors là, les Timberwolves, ils ont tout essayé parce qu'ils perdent 3 des 4 premiers matchs, donc ils essayent tout défensivement. Ils commencent avec du switch, puis ils font du drop avec Karl Anthony Towns, et parfois ils font du blitz sur Luka Doncic pour forcer la balle. Et en fait, Towns s'en est très bien sorti dans toutes ces configurations-là. Alors évidemment, c'est plus facile quand t'as Rudy Gobert derrière toi.
Ça, c'est évident. Mais parfois, il l'a fait avec Nasrid. Nasrid, c'est un bon défenseur, mais c'est pas non plus un défenseur que les Knicks n'ont pas. Je pense à OG Anunoby, pour moi, c'est un peu le même profil défensif. Donc, c'est un défenseur, selon moi, viable. C'est pas aussi bon qu'Hartenstein. C'est pas aussi bon que Robinson dans le rôle de défenseur en drop, protecteur d'arceau et d'encre défensive. Karl Anthony Towns va pas être à ce niveau-là, playmaking défensif, et tu peux pas demander à Karl Anthony Towns de porter toute ta défense comme l'ont fait les deux derniers pivots. Ça va demander, comme l'a dit Ben, à ce que les ailiers forts, et pour moi c'est le grand atout d'OG Anunoby, c'est qu'il est capable d'être ce deuxième protecteur d'arceau, ou d'être ce mec qui parfois, en fait, on va lui dire à Karl Anthony Towns, très bien, t'étais un très bon défenseur du poste 4, redeviens-le, avec Mitchell Robinson par séquence quand il reviendra de blessure, mais pour moi, surtout, la réponse, elle est là, avec OG Anunoby. Moi, je vais être plus mesuré sur le cas de Karl Anthony Towns défensivement. Enfin, peut-être plus dur en fait. Je me demande dans quelle mesure le regard qu'on porte sur la défense de Towns n'est pas tronqué par les derniers playoffs. Effectivement, lors des derniers playoffs, là, FD, je ne peux que te joindre. La série contre Dallas, j'ai pas envie de trop la juger parce que j'ai l'impression quand même que les Wolves étaient cramés physiquement et émotionnellement et qu'ils avaient du mal à mettre en place des choses. Et en plus, moi, je trouve que globalement, le problème n'était pas défensif. Côté Wolves, il était surtout offensif. Mais prenons la série contre les Suns, je suis complètement d'accord avec toi. Dans son duel avec Kevin Durant, excellent. La série contre Nikola Jokic, dans son duel avec Jokic, franchement, Anthony Davis n'a pas fait mieux. Pour prendre un exemple, tu vois, qui est quand même un exemple élite. Alors peut-être il a fait mieux en 2024, mais pas en 2023 en tout cas, sur Jokic. Mais je me demande dans quelle mesure cette impression visuelle qu'on a dans les playoffs ne trompe pas notre avis. Pourquoi ? Je commence par quelques éléments statistiques. Les Wolves, sans Karl Anthony Towns, on était à environ quasiment 107 de defensive rating, 112 quand il était présent. En gros, la défense des Wolves, en sa présence, était la 6e meilleure défense de l'NBA si on repositionne dans les defensive ratings, même s'il faut être toujours prudent avec ça. Et quand il n'était pas là, ils étaient premiers. Mais plus que ça, quand ils étaient premiers, l'écart qu'il y a avec le deuxième, enfin quand il n'était pas là, pardon, l'écart qu'il y avait avec le deuxième est le même que l'écart entre le deuxième et le 14e. Pour vous dire à quel point, sans lui, la défense des Wolves était extraordinaire et bump un peu leurs stats. Donc ça, c'est un premier élément qui quand même nous donne une indication sur la défense. Moi, mon regard sur Karl Anthony Towns, on en a parlé avec Jus aussi dimanche, c'est qu'il a deux problèmes structurels qui sont assez importants. Il a un problème de faute. Il faut en parler quand même, FD, à un moment donné. Il a un vrai problème de faute et le trade de Rudy Gobert était à cet effet. Le trade de Rudy Gobert n'a jamais été fait pour Anthony Edwards, il a été fait pour protéger Karl Anthony Towns, notamment de ses problèmes de faute. Le deuxième, et ça c'est Jus qui en parle très bien, et je vous invite à écouter le podcast de dimanche, c'est son QI défensif. Je explique, et je suis plutôt d'accord avec lui, qu'il y a des soucis structurels chez Karl Anthony Towns de lecture. Et en fait, moi, mon inquiétude, c'est qu'on l'a trouvé bien dans un rôle en playoff, un rôle sur l'homme, très sur l'homme, où ses qualités physiques sont plutôt bonnes. Il a quand même eu des problèmes de faute pendant ses playoffs. Mais si Onyx il se retrouve dans un rôle, pour le coup, plutôt de playmaker défensif, j'ai peur, et peut-être que je me trompe, et auquel cas, je pense qu'on peut en débattre. Là, j'ai un peu peur. La contrepartie, tu l'as dit, c'est le matos autour. C'est le matos autour qui est assez dingue. De toute façon, tu prends pas Karl Anthony Towns pour la défense. Tu le prends forcément pour l'attaque. Je sais pas si l'un de vous deux a envie de réagir là à ce que je vous dis. Mais ouais, moi je suis un peu plus en difficulté là sur la défense de 4. Ouais, moi je comprends tes inquiétudes. Après, on l'a pas mal évoqué et c'est un peu le point central du trade. C'est que certes, tu perds défensivement en le titularisant, mais en fait, je pense que la bascule fait que tu gagnes tellement offensivement que c'est le choix des Knicks. En fait, ils ont complètement basculé de l'autre côté en offense totale et tu prendras peut-être 15 points de plus ou 10 points de plus ou 5 points de plus par match parce que ton pivot n'est pas cette encre défensive, mais de l'autre côté, tu mettras peut-être 15 points de plus, quoi. Donc je pense en fait c'est juste ce choix-là qui a été fait et de toute façon en fait on l'a bien dit, c'est qu'à partir du moment où tu prends la décision de trade pour Karl Anthony Towns, tu sais ce que ça va t'apporter offensivement. Avant son trade, ils ont essayé un peu de créer une armada
de second rôle, un peu 3-4 qui peuvent compenser et ils se sont dit là, bon, bah, c'est le dernier maillon pour qu'on ait une attaque ultra fonctionnelle. Même si on perd défensivement, on y va dessus, quoi. Je pense que c'est juste comme ça qu'ils ont réfléchi. Et certes, tu vas prendre plus de points, mais bon, c'est un peu le jeu. S'il était aussi fort que les deux autres défensivement, Kat, il serait pas parti il serait pas parti de Minnesota, quoi. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est la deuxième équipe de l'été qui opte pour cette stratégie défensive de blinder l'extérieur pour mettre en valeur un très fort attaquant intérieur avec les Pels qui font un peu la même chose. On va voir, mais oui, on a l'air plutôt parti pour avoir Zion en poste 5, sinon vraiment le starter ce serait Daniel Theis, ce qui peut m'étonner, en tout cas ça sera sur des courtes séquences. Et on est sur la deuxième équipe qui fait ce choix-là. Toi FD, t'en penses quoi là de ces projets de jeu? Alors peut-être que déjà t'es pas d'accord, peut-être que pour toi c'est pas ça le projet de jeu, mais t'en penses quoi de ces projets de jeu où on se dit allez on blinde la défense sur l'homme ou sur les switches sur les extérieurs pour se dire on va protéger un pivot qui nous apporte tellement offensivement qu'on accepte la pénalité de notre part un gros protecteur de cercle, quoi. Ah, disons que si tu es une équipe qui n'a pas de profil comme Rudy Gobert, si t'as pas un protecteur de cercle de niveau élite, tu vois, Rudy Gobert, Miles Turner, Isaiah Hartenstein, Porzingis, il y en a sûrement. Ouais, Porzingis. Anthony Pour moi, Davis, Porzingis, oui, Anthony Davis. Encore Anthony Davis a un profil un peu idoine, tu vois, il est pas que sur du drop. Mais si t'as pas ça, dans une NBA actuelle où t'as quand même très peu d'équipes qui ont un spacing pas optimisé en fait, et dans une NBA où t'as énormément de pick and roll central, enfin le spread pick and roll, donc pick and roll plus 5 out derrière, bah, si t'as pas ton protecteur de cercle que tu peux utiliser en drop, il faut forcément que tu réfléchisses à d'autres schémas tactiques. Et ça passe notamment, et pour moi c'est quand même quelque chose qui a énormément de valeur, d'avoir des postes 3 et des postes 4 qui peuvent apporter défensivement, qui peuvent être des playmakers défensifs dans les aides. Tu parlais des Pelicans, Herb Jones typiquement, c'est un très bon exemple. Pour moi ce genre de profil a une valeur super grande dans un effectif où tu n'as pas de protecteur de cercle, voilà, si tu n'as pas un protecteur de cercle sur lequel tu peux dire bon bah voilà, ça c'est ma défense globalement. Oui, parce que effectivement, c'est Ben, je te redonne la parole, mais c'est effectivement un apport important. C'est que Anunoby et Bridges ne sont pas que des défenseurs sur l'homme. Anunoby notamment, évidemment tu l'as dit un peu avant, mais c'est un joueur qui fait plus que de la défense sur l'homme. C'est un connecteur défensif, il peut apporter de l'aide inside, etc., etc., quoi. Ben, je te laisse la main. Ouais, deux petites choses. D'abord, pour revenir sur ce que disait FD et ce que tu disais aussi sur ses profils extérieurs, on le voit même actuellement. Bon, c'est des petites rumeurs, mais apparemment, New York chercherait à acquérir Trey Murphy, et ça rentre dans cette volonté où tu décides de blinder tes postes 3-4 si tu n'as pas l'encre défensive élite dont parlait FD il y a quelques instants. Et deuxième chose, on en a un peu parlé, pour le moment on parle beaucoup d'Anunoby, mais je trouve que l'acquisition de Bridges est ultra complémentaire d'Anunoby sur le côté défensif. Parce qu'Anunoby, moi je trouve, Anunoby, oui, c'est un très bon, comme l'a dit FD, des défenseurs qui peut venir aider dans la raquette et combler un peu potentiellement les manques de Kat. Et je trouve que Bridges, lui, c'est vraiment un très très bon défenseur sur les postes extérieurs, on va dire, pour sa taille. Il est très bon pour défendre les 1, 2, 3. Très bon navigateur dans les écrans, etc. Donc ça fait un duo très 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 complémentaire, sans parler en plus de Josh Hart qui a un profil encore un peu particulier. Et donc je trouve que cette triple acquisition Bridges, ensuite Anunoby, puis Bridges, puis Kat, c'est un peu en fait les uns et les autres essayent de boucher les trous des uns et des autres. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Ouais, il y a une forme de recomposition un peu de cette armée défensive. Reste un dernier point que j'ai abordé, mais je veux qu'on y passe un peu plus de temps. FD, ouais, je te laisse la main. Juste un point sur Mikal Bridges. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mikal Bridges jouer en défense quand même. Je pense qu'on a tous cette idée de lui comme role player magnifique sur les équipes des Suns qui vont loin en playoff. Ça fait quand même 2 ans qu'il n'a pas défendu une possession.
Oui, non, je suis d'accord, mais je pense que ça reste un. Enfin, je pense qu'on l'a tous vu, ça le faisait clairement chier d'être à Brooklyn. Il avait aucune volonté, il avait juste envie de partir. J'ose espérer, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je me dis qu'en régressant de rôle offensivement, où il passait d'une première option là à bah, maintenant avec l'arrivée de 4, troisième option, quoi. Enfin, ou deuxième et bis, ou troisième, enfin on s'en fout, quoi, mais pas la première option qu'il était à Brooklyn. Il va être obligé un peu de reprendre comment dire, les possessions défensives agressives qu'il faisait notamment aux Suns. Donc oui, je suis parti dans l'optique où il retrouvait ses capacités défensives. S'il les retrouve pas, le trade aura été très très cher pour pas grand-chose quand même. C'est sûr qu'il y a le coup de ce trade, on aurait pu en parler plus dans le détail. Allez, autre élément là, que j'avais évoqué, je veux bien qu'on revienne un peu dessus. Le problème de faute de Karl Anthony Towns. Je tourne un peu en boucle, je suis désolé, mais je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on aille jusqu'au bout. Je pense que les problèmes de faute un peu structurels de Karl Anthony Towns font qu'il ne peut pas passer l'entièreté de son temps au poste 5, parce qu'à un moment, il était quand même obligé de le cacher un peu pour cette raison-là. Et d'ailleurs, historiquement, certes, il a joué poste 5, mais il a toujours eu dans ses saisons du minutage au poste 4, aussi pour cette raison-là, pour l'adosser avec un pivot. Mitchell Robinson a quand même un énorme problème de blessure, pour le coup, qui fait qu'il est quand même pas tout le temps disponible. Est-ce que vous pensez que Sims et Achiuwa, alors Achiuwa, j'ai l'impression qu'il a une très grosse cote chez Thibodeau, je le comprends toujours pas, mais est-ce que vous pensez que Sims et Achiuwa peuvent faire ce rôle-là, ou est-ce que là vous y croyez pas trop? Enfin, comment vous voyez le truc, quoi? FD, comment tu sens ce truc-là? Je veux dire, du coup, parce que pour moi, s'il y a Achiuwa et Towns sur le terrain en même temps, ça règle pas forcément Enfin, Achiuwa est pas un super protecteur de cercle non plus. C'est Achiuwa, vrai. pour moi, était viable défensivement parce que tu avais Robinson ou Hartenstein à côté. Si tu fais Achiuwa, Robinson, alors en attaque, c'est toujours cool parce que Achiuwa, voilà, il pose des bons écrans, il peut tirer un petit peu. Maintenant, moi, ce problème de faute de Towns, je sais pas si je le verrais comme une fatalité non plus. Tu vois, là, sur sa carrière, il est à 3,5 de moyenne. L'année dernière, il est à 3,3 parce qu'il joue poste 4, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, il a jamais été à plus de 4 de moyenne. Je, je, je sais pas si ça va tellement rentrer en compte. Et si ça rentre en compte et qu'il faut le décaler au poste 4, je pense qu'il y a les moyens dans cet effectif de New York de le faire avec OG Anunoby qui peut dépanner au poste 5. Il l'a fait contre Joel Embiid en playoff. Alors, je sais ce que les gens vont dire. Ça n'a pas fonctionné contre Joel Embiid. Qui défend qui défend actuellement sur Joel Embiid dans un contre 1 en NBA? Personne. Donc voilà. OG Anunoby peut décaler au poste 5 et à ce moment-là, tu fais défendre Karl Anthony Towns et tu le fais retrouver son rôle de roamer qu'il avait un petit peu à Minnesota et d'ailleurs dans lequel il était très bon. Euh, Sinon, tu peux toujours voilà, sortir du gadget, Achiuwa, Sim sur des courtes séquences, mais je pense pas que le problème de faute de Karl Anthony Towns soit assez structurel pour que ça doit rentrer en compte dans la construction de l'effectif. J'entends. Dans son problème de faute, c'est vrai que je l'ai pas précisé, un bout important de son problème de faute, c'est ses fautes offensives qui souvent font monter un peu le curseur. Autre élément que je trouve important dans le cadre de ce trade-là, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, parce que je sais pas trop quoi en penser, moi, de mon côté. Une des grandes forces des Knicks l'année dernière, on l'a répété, c'était les rebonds offensifs. La capacité à aller chercher des possessions supplémentaires par les rebonds offensifs. Ils avaient le maître dans cet art avec Isaiah Hartenstein, ils l'ont perdu et ils sont allés chercher un profil de pivot qui n'est pas du tout là-dedans. On est à l'opposé même, alors tu le compenses avec du spacing, mais avec du 5-out, mais on n'est pas du tout là-dedans. Comment vous appréhendez-vous cette question-là, un peu du rebond offensif, principale force de l'année dernière, qui disparaît d'un coup? Est-ce qu'elle va complètement disparaître? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, mon point de vue, c'est que je trouve que quand on parle du rebond offensif, on parle beaucoup des individus et peu du système. Parce que le rebond offensif new-yorkais, alors certes, tu as eu la chance d'avoir Hartenstein, mais c'est tout un système où tu prends des risques sur ton repli défensif pour le jouer. Et ça, on l'a vu sur pas mal de séquences, je crois que c'était sur pas mal de matchs de playoff, je crois que c'est notamment les Sixers, où ça les bloquait totalement, ils étaient obligés de défendre à plus grand nombre, de sécuriser à plus grand nombre le
le rebond défensif pour éviter de donner 10 possessions, quoi. Et oui, tu perds Hartenstein, mais tu as toujours le binôme donc de Robinson, qui est quand même un excellent rebondeur offensif, qui est blessé pour le moment, mais qui pourra sur certaines séquences être de retour, et Josh Hart. Josh Hart qui reste un rebondeur. Alors je sais pas si c'est un épiphénomène les derniers 18 mois, ou si ça sera comme ça toujours, mais qui a quasiment la production de rebond de certains pivots, quoi. Donc oui, tu perds un petit peu, mais en fait ce qu'on disait depuis le début, c'est que tu es en train d'opérer un vrai changement systémique, philosophique dans ce que tu veux faire avec ton attaque. Si en plus d'ajouter énormément de spacing, un 5-out, etc., tu maintenais la même fréquence de rebond offensif, bon, ça devient jouable pour les adversaires. Si tu fais pencher la balance d'un côté, c'est sûr qu'elle va se vider de l'autre. C'est un peu la suite logique des choses, je trouve. Comment tu l'abordes, toi, FD, là, cette question du rebond offensif? Il y a, il y a l'aspect père d'Hartenstein, évidemment. Maintenant, les rebonds offensifs, ils venaient quand même beaucoup l'année dernière de Josh Hart. Alors ça a été exacerbé en playoff, mais ce run de playoff d'Enix, il faut, je pense, ne pas trop en tirer de conclusion tactique, tellement c'était l'euphorie totale et voilà, c'est presque paranormal à quelques instants. Il y a Josh Hart quand même qui va t'apporter du rebond offensif. OG Anunoby est pas mal non plus dans le dans cet aspect du jeu pour un poste 3, pour un poste 4. Ça va forcément baisser. Est-ce tellement grave? Je suis pas sûr. Je pense que Karl Anthony Towns t'apporte tellement offensivement que. Mais en fait, t'as raison de le mentionner. L'arrivée de Karl Anthony Towns, selon moi, va permettre aux Knicks de devenir une meilleure équipe. Par contre, ils doivent changer, si on revient un petit peu à ce qu'on a dit, ils doivent changer leur attaque puisqu'ils vont devoir intégrer Kat et ils peuvent pas juste le mettre en tant que spacer sur de l'héliocentrisme de Brunson, ça n'aura pas de sens. Ce serait un trade pour pas grand chose. Défensivement, tu peux pas lui faire faire les mêmes défenses que tu demandais à Hartenstein et Robinson. Pareil, ce serait du gâchis. Donc, le rebond offensif, pour moi, c'est encore une chose sur lesquelles il faut ajuster. Il va un petit peu falloir changer de stratégie. Et effectivement, là, c'est un changement structurel. Et il faut faire confiance à Tom Thibodeau d'aller un petit peu à l'encontre de ses principes. Il n'a pas toujours prouvé qu'il était très fort pour ça, mais qu'il va devoir un petit peu se réinventer. Ça fait combien de temps que Tom Thibodeau n'a pas eu un poste 5 qui s'est tiré? Depuis Ça fait très longtemps. Depuis Karl Anthony Towns. Depuis Karl Anthony Towns à Minnesota, il n'a pas eu de poste 5 qui s'est tiré à 3 points. Donc, évidemment qu'il va pouvoir créer des systèmes pour Karl Anthony Towns, évidemment qu'il en est capable. Mais, tu vois, ça fait partie des grands changements que Tom Thibodeau va devoir effectuer tactiquement et que cette équipe va forcément être un petit peu différente, j'espère meilleure, mais forcément différente tactiquement de ce qu'on a vu sur les 3 dernières années. Juste pour donner 2-3 éléments sur les rebonds offensifs, en fait, on avait 4 joueurs au-dessus des 1000 minutes qui étaient vraiment excessivement bons dans les rebonds offensifs. On a André Drummond qui est une espèce d'anomalie de rebonds offensifs, il est quand même quasiment à 20% de rebonds offensifs pris. Ce qui est complètement délirant. On a Clint Capella qui est très haut. Et ensuite, après, on en avait 2 qui sont aussi très très hauts. C'est Isaiah Hartenstein à 12% et Mitchell Robinson à 18% qui est le deuxième en fait. Donc pour le coup, on a toujours Mitchell Robinson qui a cet apport important. Et pour pareil, vous donner un peu de points de repère, si on cumule la meilleure saison de Josh Hart avec ce qu'a fait Anunoby l'année dernière, on est autour des 8-9%. Donc on n'est pas au niveau d'Hartenstein, donc ça ne devrait pas compenser. Mais par contre, il y a quand même un volume important. Ben, tu nous avais parlé d'ailleurs une fois d'un élément là-dessus, que moi j'avais trouvé super intéressant dans un pod sur les Knicks où tu nous disais que tu avais remarqué que la façon dont les Knicks jouaient la majorité de leur rebond offensif, c'est en fait les intérieurs parfois reculaient et c'est les extérieurs qui venaient mettre la pression, ne serait-ce que pour déjà faire gagner du temps, et ils récupéraient pas mal de rebonds offensifs là-dedans. Ça pourra continuer de faire partie pour le coup du système, quoi. Ouais, et puis en fait, c'était tout bête, mais ça arrive beaucoup trop souvent
des défenseurs intérieurs un peu plus grands, mais qui sont statiques et qui voient pas le danger qui arrive dans leur dos. C'est un peu la spécialité de Josh Hart, quoi. C'est qu'il arrive, il se faufile un peu, il arrive comme une fusée, et il a une détente plus haute que la moyenne. Et voilà, et quand t'as un mec comme Josh Hart qui arrive et qui prend un peu appui sur toi pour récupérer le rebond au-dessus de ta tête, t'as beau faire 2m10, Il arrive tu te fais manger, quoi. Et c'est un peu comme ça qui fonctionne Thibodeau. Mais oui, ça va forcément, comme on l'a dit, un peu baisser. Mais c'est ce que je disais, t'es obligé de, quand t'intègres un joueur comme Kat dans ton attaque, t'es obligé de faire des concessions sur ce que tu faisais l'année passée, quoi. Surtout que le rebond offensif, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez variable. Alors oui, ça a très bien fonctionné l'année passée, mais personne n'aurait... je pense que c'est un peu suicidaire de reparier sur la même chose exactement pour que ça refonctionne l'année suivante. Je trouve que ça a bien de conserver beaucoup d'éléments de ce rebond offensif, sachant que dans tous les cas, qu'il y ait 4 ou pas 4, Hartenstein il était parti, quoi, donc ça change pas le problème. Et comment dire, et donc oui, ajouter d'autres éléments offensifs avec le spacing, etc. et l'arrivée de 4 en règle générale, quoi. Je trouve ça intéressant d'avoir une équipe, d'ailleurs pour information, ceux qui n'ont pas l'info, Michael Bridges faisait plutôt partie des très bons rebondeurs offensifs chez les ailiers quand il était aux Suns. Alors, ça a chuté complètement à Brooklyn. On retrouve un peu ce que me disait FD tout à l'heure sur la transition de Bridges à Brooklyn, mais ça a chuté complètement. Moi je trouve ça super intéressant qu'une équipe qui s'est sentie en voie d'être un vrai contender et de pouvoir gagner, mais dont on sentait bien qu'elle ne pouvait pas gagner, ne fasse pas le choix de continuer dans la même direction, mais réajuste de 3 éléments. On l'a dit, le 5-out, un esprit peut-être plus offensif, retrouver un peu plus de fréquence au cercle grâce à plus de spacing, etc. etc. Je reviens pas dessus. On est largement passé dessus. Messieurs, est-ce qu'il reste, selon vous, est-ce que là, pour le coup, l'effectif d'Enix, il est terminé ? Ou est-ce que selon vous, il y a encore des petites pièces à ajouter et des choses qui vous posent question ? FD, je te lance dessus. Est-ce que tu as vu des éléments, toi ? La première question, c'est Mitchell Robinson. Ça fait, je pense, 3 ou 4 ans qu'à chaque intersaison, on se dit Mitchell Robinson, c'est compliqué, il est blessé, va-t-il re-signer ? Cette année, c'est pareil. Mitchell Robinson, c'est pas quelqu'un qui a l'air très stable. Voilà. Et donc, il y a toujours cette incertitude concernant Mitchell Robinson. Si on en reste sur l'apport terrain, selon moi, il a toujours sa place dans l'effectif, que ce soit en sortie de banc ou justement, là, je te rejoins sur le fait que Karl Anthony Towns, il y a des soucis de blessure, même si ça fait quand même 2 ans que ça va un petit peu mieux. Il y a des soucis de faute. Mais en fait, selon moi, Karl Anthony Towns se donne une telle variété de possibilités défensives que garder Mitchell Robinson et les faire jouer ensemble par séquence vaut le coup. Donc, selon moi, il n'y a pas forcément d'autres trades à faire. Par contre, si tu regardes un petit peu la profondeur de banc d'Enix, actuellement sur le banc, c'est Miles McBride au poste 1. Au poste 2, c'est Landry Shamet qui a été signé. Il a signé Landry Shamet. Voilà, est-ce que Landry Shamet aujourd'hui est un joueur de rotation en NBA, je ne sais pas. Sinon, tu as le nouveau drafté Tyler Kolek, mais bon, c'est pas comme si Tom Thibodeau avait vraiment tendance à faire confiance à ces jeunes joueurs. Au poste 2, t'as Michael Bridges, t'as Josh Hart au poste 3, et puis voilà, après OG Anunoby, et puis Achiuwa, Sims dont on a parlé, mais ça fait quand même assez peu, selon moi, de joueurs de rotation. Ça fait une rotation à 9. Alors on sait que Tom Thibodeau aime bien jouer beaucoup ses stars et ses starters. Ça me paraît quand même un petit peu léger, donc effectivement il y a peut-être encore un move pour rajouter un joueur de complément. Je pense un poste 2 ou un poste 3, un peu tireur, plug and play. Alors ce sera pas Dante DiVincenzo, ce sera pas de ce niveau-là, mais quelqu'un de ce style-là peut-être. Ou alors c'est Landry Shamet. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu Landry Shamet jouer, je vous avoue. Je sais pas où on en est avec lui, mais il était à Washington, je crois, donc Washington, je pense que personne n'a regardé Washington en Europe. Donc oui, voilà. Très important, on a signé Campaign aussi. Faut pas l'oublier, ce bon vieux Campaign.
qui, Oui. qui malheureusement va encore jouer au basket un an et à New York. Donc, Qui a pas je- donné que des mauvaises minutes non, l'année mais oui, dernière, c'est hein. un peu. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est la 10e saison de campaign en NBA. Putain, j'ai quel âge là? Ça me terrifie. 10e saison de campaign. Mais oui, je rejoins totalement FD sur cette question-là. En fait, moi, je pense que tous les moves qui ont été faits cet été, c'était des bons moves. Même celui d'Anunoby un peu plus tôt dans l'année, parce que je pense que les profils qu'il va falloir trouver pour le banc, ça va être un peu plus simple à trouver que ton 5 majeur, comme c'est le cas actuellement, quoi. Donc je préfère avoir un trou sur le banc que tu vas pouvoir réussir à compenser, je pense, à un moment, plutôt que comment dire, que, que l'avoir sur le 5 majeur. Et aussi, ce qui est assez important, c'est ce que, je sais plus c'est lequel de vous deux qui l'a précisé, sûrement toi FD, c'est que le 5 majeur est signé pour les 3 prochaines années ensemble. C'est-à-dire que c'est pas un. Enfin, on parle depuis tout à l'heure Enfin, depuis tout à l'heure, on en a parlé un peu au début, c'est un projet euh, pour gagner maintenant. Mais quand on dit maintenant, c'est pas forcément la prochaine saison, quoi. Ça peut être une première saison avec 2 bouleversements majeurs dans le 5 majeur avec Michael Bridges et Kat. Et l'été prochain, tu peux refaire un bilan et réajuster un peu le banc par rapport à ça. Donc, faut pas être trop, je pense. Alors, on a forcément tous de grandes ambitions, mais faut pas être trop alarmiste sur cette première saison où tu t'es pas mal dépouillé pour renforcer ton 5 majeur. Et je pense que le banc, ça va se recharger petit à petit, quoi. Oui, tu as raison, on peut partir sur un projet sur plusieurs saisons qui va effectivement se réajuster au fur et à mesure du temps. Pour la saison prochaine, je ne vais pas le répéter parce que je l'ai déjà beaucoup dit, mais pour moi, le besoin il est plus au poste 5 qu'au poste 3-4, d'aller trouver une rotation supplémentaire au poste 5. FD, tu l'as bien dit, mais Robinson est quand même très souvent blessé. Allez, on peut imaginer que ça suffise avec Robinson, mais le problème c'est que Robinson est tellement souvent blessé. Et Achiuwa Sims, on a l'impression qu'il n'aura jamais passé le cap d'être un joueur viable. Alors, le truc qui m'inquiète un peu, c'est que Achiuwa a une telle coach chez Thibodeau que probablement qu'ils vont rester sur Achiuwa pour le coup, mais il y a quand même au moins besoin de trouver un backup à Towns au poste 5 quand même, si ce n'est qu'un backup et que c'est pas plus. Sur le poste 3, effectivement, on a un sujet profondeur, hein. On a un vrai sujet profondeur. Je vous pose une question d'ailleurs, est-ce que selon vous, ça peut pas laisser une petite opportunité à leur premier tour de draft quand même, à leur premier tour de draft au poste d'ailier qui est pas comme Dadier, qui est pas prévu, je crois, pour évoluer. Mais est-ce qu'il pourrait, selon vous, qui connaissez bien les Knicks et Thibodeau, je vois FD, tu fais un peu la moue, est-ce que tu penses que Pacom, il pourrait récupérer quelques minutes? Alors, il jouera un petit peu au Westchester Knicks, je pense. Non, franchement, j'y crois pas. J'aimerais beaucoup, pas comme Daddy. En plus, c'est un profil très Thibodeau compatible, défenseur, poste 3, super long. Bon jeu Pas off de ball. tir pour l'instant. Ouais, pas de tir pour l'instant, Ouais. enfin, compliqué. Non, j'aimerais bien, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas, vu Tom Thibodeau et vu la mentalité de cette équipe qui est vraiment une mentalité win now. Alors oui, sûrement quand il y aura 3 blessés sur les postes 3-4 et qui seront en load management, Ce qui peut vite oui, venir, hein. il y Ce aura... qui peut vite venir, pour le coup. Ah oui, non, bien sûr, non, mais peut-être, mais c'est pas un joueur sur lequel on doit compter pour compter dans la rotation. Tyler Collect, vous pensez que pour le coup, ça va pas avoir un peu de temps de jeu? J'ai l'impression qu'il y a une cote qui est en train de se dessiner à New York autour de Tyler Collect. Est-ce qu'à votre sens, lui, connais pour le pas. coup, il peut intégrer un peu? Je vais pas m'exprimer, je maîtrise pas du tout le profil. Euh, Meneur, très bon passeur. Il a fait une bonne Summer League. Une bonne Summer League, Carrément, ouais. mais j'y crois pas non plus. Il a quoi? Il a 23. Alors oui, c'est un vieux rookie. 23 ans, sort On de est market. 23 ans, ouais. Euh, J'y crois pas non plus. Et en bricolage, oui, en bricolage, mais pas plus que ça. Ok, donc Surtout qu'il y a Campaign. Pour moi, Campaign, c'est lui. Si tu dois sortir un vétéran du banc, ce sera, à mon avis, Tom Thibodeau préférera donner à Campaign plutôt qu'à Tyler Collect ou lancer un Paco Daddy, etc. Ouais, et puis les postes. Enfin, le vrai problème, c'est pas les postes 1-2, parce qu'avec le tri, même si on est. Enfin, je suis pas très fan, Campaign, Landry Shamet, ça va forcément jouer, je pense. Et t'as McBride qui va être 6e homme. Donc je pense que les postes 1-2, c'est assez fourni. Le vrai problème, là, évoqué un peu FD, enfin, même toi, c'est le poste 3, quoi. Derrière Bridges, un peu.
c'est un peu le néant, quoi. Donc c'est plus à cet endroit-là que potentiellement les jeunes donc Dadier pourraient avoir du temps de jeu juste par obligation de mettre un mec sur le terrain, quoi. Donc c'est plus là, je crois. Ils sont 3 en rotation là, un peu sur ce poste 3-4 avec Anunoby, Hart et Bridges. Anunoby étant un des joueurs quand même les plus sujets aux blessures de la NBA. Le besoin peut quand même vite se faire ressentir, ce qui explique peut-être les rumeurs de transfert de Mitchell Robinson avec Trey Murphy. Bon, j'en pense que. Oui, c'est pas très fiable, mais. Je pense que Trey Murphy et Herb Jones, pour les bouger tous les deux, à mon avis, bon courage. Il faut se lever tôt parce que je pense que leur cote elle est énorme et que les Pels les lâcheraient pour pas grand chose. Enfin, vraiment du mal à les lâcher. Mais effectivement, il y a peut-être besoin de trouver une rotation supplémentaire qui pourrait venir peut-être d'ailleurs en 2025 et pas en 2024. Messieurs, est-ce que vous voyez d'autres choses à dire là sur cette situation des Knicks? La hype. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça fait longtemps qu'on a pété aussi hype quand même. Ouais, il y a quand même là effectivement. Est-ce qu'on est sur la plus grosse hype du début de saison là? Est-ce que toutes les équipes NBA, celle qui a la plus grosse hype, ce serait pas les Knicks là maintenant? Bah, écoute, j'ai vu des tweets qui disaient que c'était le meilleur 5 majeurs de NBA. Alors, j'y crois pas du tout. Hein. J'ai pas trop réfléchi à la question, je t'avoue. Mais quand je vois ça sortir de gros comptes, je sais plus si c'était ESPN ou Bleacher Report ou quelque chose comme ça, je me dis oui, il y a quand même une hype généralisée pour cette équipe des Knicks. Ça nous fait un peu bizarre avec Ben. On a un peu ce côté gatekeeper, tu vois. Non, être fan des Knicks, c'est un peu hipster, tu vois. Maintenant qu'on est bon, on est peut-être un petit peu inconfortable avec cette position de favori, enfin favori non, mais top 4, attendu aussi bon. Donc moi, ça me fait un petit peu bizarre. Parler en bien des Knicks, mais ça fait du bien quand même de temps en temps. Ouais, c'est trop peu rare pour... Enfin, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Mais moi, j'avoue que je m'y habitue bien à cette position de bonne équipe. Hein. C'est plutôt agréable. Hein. Ça fait plaisir et ça change de commencer une saison la boule au ventre avec je sais pas qui à la main et avec Franck à la main par exemple. Et Enes Kanter au poste de pivot. Franck au passage. Jared Jack. Jared Jack. Sacha Vucevic. la liste peut être longue. Allez, a eu des beaux. Pour conclure, je me souviens, c'était le 31 décembre, le trade de Anunoby. Je me souviens on a une conversation en fait entre nous pour rigoler un peu Q-Basket. Et je me rappelle de voir FD se réveiller avec le transfert d'Anunoby et dire putain, on a perdu Emmanuel Quickley. Et moi j'étais d'accord en plus, hein, je trouvais que la perte était énorme. C'est pas le sujet du jour. Moi je trouve que ça reste une erreur qui a été faite selon moi, surtout vu le contrat après pour Anunoby. FD, est-ce que 10 mois plus tard, presque jour pour jour, tu t'es remis du transfert d'Emmanuel Quickley avec tous ces moves qu'il y a eu depuis Onyx? Oui, oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, mais franchement, je pense que, OG Anunoby, encore une fois, peut-être un billet de récence par rapport aux playoffs, mais il m'a fait oublier Emmanuel Quickley. Son mois de février est excellent, son premier mois Onyx. Ensuite, il se blesse, et ensuite, quand il revient en playoff, mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait. Et les billets qu'a pris Quickley, t'es bien content de pas le signer celui-là, hein, parce que voilà, je l'adore, hein, mais putain, il a pris un sacré billet aussi, hein, donc. Anunoby aussi, il a pris un billet, hein. Oui, ouais, c'est vrai, oui, j'avais pas vu ça. Oui, il a pris un sacré billet, Anunoby, il a quand même pris un contrat max. Quickley, il a pris 30 millions l'année. Moi, je pense qu'on en reparle dans 3 ans. À mon avis, il a 32, je crois, l'année. On en reparle dans 3 ans. Je suis pas sûr que Quickley à 32 millions l'année soit surpayé avec l'augmentation du salary cap. Alors que les 45 patates d'Anunoby, dans 3 ans, on en reparle. À mon avis, elles sont pas faciles à trade. Tu me fais penser au mec qui a dit Marco Asensio et Kylian Mbappé. On en reparle dans 3 ans. Ok. Quand on aura 2 bagues dans 3 ans, tu feras moins le malin. Ah bah c'est sûr, si ça finit. Il a pris 212 patates sur 5 ans quand même, OG Anunoby, pour un mec qui est blessé la moitié du temps la saison et qui a fini les playoffs sur un quart-temps où il arrive même pas à courir. Mais bon, c'est pas très grave. Ça fait partie de l'histoire d'une saison. Et c'est pas bien grave. Écoutez messieurs, je vous propose qu'on conclue ce podcast et comme toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez surtout pas à nous faire des commentaires sur YouTube, à nous interpeller sur Twitter. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. Et puis, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!